Merci de nous rejoindre sur la première chaîne panafricaine. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici à présent les titres de ce journal. Deuxième et dernière journée du 15e sommet de la francophonie à Dakar au Sénégal. L'enjeu reste la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'organisation. Les leaders peinent à parvenir au consensus. Une réunion à huis clos a eu lieu ce matin. Dans l'actualité également, la présidence de l'UMP en France, Nicolas Sarkozy élu dès le premier tour avec 64,5%. Le nouveau président du parti de droite va devoir rassembler son camp autour de lui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Midi, votre édition de la mi-journée. En ouverture de ce journal, le 15e sommet de la francophonie et l'enjeu principal de ce sommet de Dakar reste la succession du secrétaire général de l'organisation, Abdou Diouf. Il y a 5 candidats qui se bousculent au portillon, une tâche qui ne sera pas aisée, même si consensus reste privilégié. Le souci est surtout de trouver une personnalité qui soit à la hauteur des attentes. Une réunion à huis clos a eu lieu ce matin. Il convient également de rappeler que la cérémonie d'ouverture de ce 15e sommet, c'était hier samedi. Retour à présent sur cette ambiance générale que nous retracent nos correspondants et envoyés spéciaux dans la capitale sénégalaise, Oussouf Diagola, Mamadou Dieye, Souleymane Anne et Antoumar. Toute la communauté francophone a répondu présent à ce 15e sommet de la francophonie, un spectacle riche en couleurs pour entamer tout en beauté cette fête de la diversité. Au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, de souhaiter la bienvenue à ses invités. 77 chefs d'État et de gouvernement qui viennent prendre part aux réflexions. Une fête qui fait également place à une pensée pieuse aux valeureux soldats français et africains tombés au champ d'honneur au nom de la liberté. Sommet qui enregistre également une forte représentation de la presse nationale et internationale, 900 journalistes accrédités. Le 15e sommet de la francophonie se tient donc dans un contexte particulier, martèlent les différents chefs d'État qui ont eu à se prononcer lors de cette cérémonie officielle d'ouverture. Les discussions vont se poursuivre en séance plénière. Au menu des débats, il y aura la situation politique internationale, la longévité des chefs d'État. Il y aura également les modifications constitutionnelles, le tout coiffé par un thème central, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Nous sommes ici au Centre international de conférence de Dakar, désormais qui porte le nom de Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Un autre temps fort de ce sommet, le déjeuner des premières dames, un déjeuner offert par la First Lady du Sénégal, une ambiance que je vous invite à partager sur ces images. Vie de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Ensemble, elles ont attendu les invités. Les femmes du gouvernement sont arrivées en premier, dont la délégation, ministres, députés et membres du Conseil économique et social. Finalement, les invités tant attendus sont arrivés. Toutes des premières dames et des épouses de ministres des États membres de la francophonie. Madame Mariam Faisal a installé ses invités dans le somptueux cadre du restaurant gastronomique de l'Etel Teroubi. En son nom, Madame Aminata Tall a souhaité la bienvenue aux invités. Être l'épouse d'un chef d'État, c'est une charge difficile, à la fois noble et délicate. Vous en savez quelque chose? Vous avez des premières dames à côté de vous, vous avez des organisations humanitaires et vous savez ce que cela peut coûter en termes de sacrifice, du point de vue du temps, du point de vue des ressources et du point de vue des critiques positives comme négatives. Le déjeuner s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse avec l'accompagnement des chanteurs, Bokounta Ndiaye avec sa guitare traditionnelle, puis Baba Mal dans le même rythme. Après ce doux tempo, Youssou N'Dour est venu accentuer l'ambiance dans la salle. Les dames se sont laissées aller au gré du rythme du mbalar,
pour montrer qu'au-delà de toute solennité, elles savent aussi se défouler. C'est ça aussi la francophonie. Nous poursuivons toujours avec l'ambiance à Dakar, la Côte d'Ivoire. Membre de l'OIF accueille les Jeux de la francophonie en 2017. La direction générale du comité national de ces Jeux est à Dakar pour faire la promotion de l'événement, une façon de relever le défi de la mobilisation et également de la participation des athlètes et des pays francophones. Le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse se tiendra du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, la capitale ivoirienne. Mais déjà à Dakar, au Sénégal, Epiphane Zorobi Balo, le directeur général du comité national des Jeux de la francophonie, annonce les couleurs de l'événement. Il veut gagner le pari de l'organisation. La Côte d'Ivoire va mobiliser, y compris dans la phase d'organisation, l'UEMOA, la CEDEAO, l'ensemble de l'Afrique qui va se donner rendez-vous et qui va donner rendez-vous à la famille francophone en 2017. C'est également ça qui justifie notre présence ici, parce que les Jeux vont être accueillis par la Côte d'Ivoire. Atteindre au moins 4000 athlètes et 77 pays participants comparativement à l'édition de 2013 tenue à Nice en France qui avait accueilli moins de 3000 athlètes et moins d'une cinquantaine de pays. Tel est son souhait. Nous sommes donc dans la phase d'élaboration des plans opérationnels et des programmes préliminaires. Et c'est à l'issue de l'élaboration de ces programmes préliminaires, de ces pré-plans, que nous aurons donc l'évaluation exhaustive de tous les besoins. Et l'ensemble des fédérations sportives, des structures culturelles de la Côte d'Ivoire sont pleinement associées donc à ce processus. Présentation PowerPoint et sur les sites de compétition et d'hébergement, l'Obéni rencontre avec la presse sénégalaise. Zorobi Balo s'inspire aussi du modèle sénégalais. Les 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire sont placés sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence. Une diversité au service de la solidarité et de l'excellence. Tel est le combat de la francophonie pour ses pays membres. Et on en vient maintenant à l'autre titre de cette édition. La présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy, est élu avec 64,5% des suffrages. Une large victoire, mais sur un score moins élevé que prévu. Le nouveau président du parti de droite va devoir rassembler son camp autour de lui. Il est 20h15. Le vrai faux suspense vient de s'achever. Devant le siège de l'UMP, les sarkozystes sortent le champagne. Leur candidat vient d'obtenir près de 2/3 des suffrages. Mais Nicolas Sarkozy ne fait pas la razzia espérée. Devant son siège de campagne, l'ex-président de la République ne dit pas un mot aux caméras. Mais qu'importe, ses lieutenants affichent leur satisfaction. Nicolas Sarkozy est élu avec un écart quasiment du double avec son premier concurrent. Un premier concurrent qui ne s'attendait pas à frôler les 30%. Désormais, il faudra compter sur lui et il le fait savoir. Je suis heureux pour ce que nous portons, le renouveau, qui est un engagement qui nous dépasse et un engagement qui ne fait que commencer. Merci à tous. L'autre adversaire, lui aussi, tient à avertir le vainqueur. Son score ne lui donne pas carte blanche. Je crois qu'il faut que Nicolas Sarkozy ait la sagesse de comprendre qu'à la fois il a aujourd'hui la pleine responsabilité de président de l'UMP et qu'en même temps il faut travailler en respectant ce que les uns et les autres disons. Un message que certains militants pro-Sarkozy ne semblent pas avoir entendu. Premier règlement de compte. Maintenant, c'est objectif 2017. Coucou Alain Juppé. Reste à Bordeaux, ça vaudra mieux. Alain Juppé, déjà candidat à la primaire, qui lui réagit depuis Bordeaux. Je félicite Nicolas Sarkozy pour sa victoire. Je lui adresse des félicitations très amicales. Voilà, donc les militants se sont prononcés, je n'ai pas plus de commentaires à faire. Nicolas Sarkozy compte réunir dès ce lundi les principaux lieutenants du parti. Objectif, créer les conditions d'un large rassemblement. Et dans le reste de l'actualité, cette rencontre entre le président guinéen Alpha Condé et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, il est venu s'imprégner du niveau d'évolution de la lutte contre Ebola engagée dans le pays.
Une occasion également pour le chef de l'État guinéen de faire le point de l'évolution de la riposte contre la maladie. Un renforcement de stratégie dans la lutte a été évoqué par les deux hommes. Nous écoutons David Banaro, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. On a examiné la situation dans les régions forestières. On a parlé de l'augmentation de capacité pour combattre Ebola et d'aider les gens à être plus confiants en face de cette maladie. Monsieur le Président m'a expliqué ses décisions d'avoir un meilleur système pour suivre les gens et de trouver les contacts qui peuvent peut-être être malades. Il m'a expliqué qu'il veut améliorer la situation dans les villages et dans les villes où il y a un risque d'Ebola et qu'il veut aider les gens à avoir une confiance avec les laboratoires, avec le traitement et aussi avec autre chose pour réduire le risque d'Ebola. Nous avons parlé de la situation dans les écoles. Il veut réouvrir les écoles aussi vite que possible. Nous avons parlé de la nécessité de renforcer la protection pour les gens aux frontières de le pays et nous avons parlé aussi de l'avenir. Après la fin de Ebola, comment on peut réanimer la nation et aussi avoir la recouverture de l'économie et de la situation sociale dans ce pays. Et l'actualité au Mali avec la rentrée politique de l'ADEMA PASJ de Niarela en commune 2 du district de Bamako. Les militants de la commune sont venus nombreux témoigner de leur fidélité au parti qui traverse depuis un certain temps des moments difficiles du fait que certains membres quittent le parti. Une situation que le parti de l'abeille déplore et entend corriger rapidement à travers le renouvellement de ses structures, mais aussi l'accueil de nouveaux adhérents. Nous écoutons tour à tour le secrétaire général de la section ADEMA de la commune 2 et le président du parti au micro d'Albertine Dotsey et de Cheikh Tidiane Koulibaly. Aujourd'hui, c'est la rentrée politique. C'est la rentrée politique de la section de la commune 2 sous l'impulsion de la sous-section de Niarela. On nous a confié le premier pas. Je pense que nous l'avons réussi. Et nous estimons que dans les jours à venir, les autres activités vont suivre pour mettre notre grand parti ADEMA sur les rails. Et ces derniers temps, nous rencontrons beaucoup de sorties. Et ces sorties, c'est au niveau de nos grands responsables. Et nous avons voulu créer une dynamique. Et cette dynamique, c'est au niveau de nos structures de base. C'est de nous mobiliser, d'imposer notre empreinte sur le sol politique national et de faire remonter les vrais militants de la base qui puissent mobiliser, qui ont un amour certain vers ce parti, vers les organes de décision du parti, pour éviter que dorénavant, les responsables se servent du parti et au moment où le parti a besoin d'eux, ils tournent le dos. Désormais, il faudra que la redevabilité devienne la règle au niveau de nos élus. Vous avez été élu à ADEMA, vous devez rendre compte de ce que vous faites aux militants et aux structures de l'ADEMA. Que personne ne soit plus tenté de se battre pour être sur la liste uniquement pour aller jouir de la position qu'il va occuper. Que chacun sache que nous faisons la politique d'abord pour nos populations. Celui qui ne peut pas faire la politique pour les populations, qu'il aille ouvrir sa boutique et chercher son argent et qu'il laisse la place à ceux qui sont prêts à se battre pour les populations. Le numérique, c'est déjà aujourd'hui, nous en parlions dans nos précédentes éditions. L'atelier de validation de stratégie de développement de l'économie numérique a pris fin ce vendredi à Bamako. 2 jours d'échanges au cours desquels la société civile et experts ont apporté plusieurs recommandations aux documents. Plus de détails avec Aminata Mariko et Daouda Doumbia.
Ces documents de 64 pages dénommés Mali numérique 2020 comprenant les axes stratégiques du développement durable de l'économie numérique à l'horizon 2020 a été l'objet de 2 jours d'échanges entre les représentants des différents départements ministériels, des partenaires techniques et financiers, des opérateurs des services de télécommunications, la société civile et le secteur privé opérant dans le domaine des TIC. Nous avons produit un document malien. Maintenant, nous demandons que ce document soit consommé malien. C'est-à-dire que toutes les dispositions soient prises par l'ensemble des parties prenantes pour la mise en œuvre de ce plan qui est vraiment ambitieux. Il y a beaucoup de demandes qui ont été vraiment touchées. Les groupes de travail ont travaillé suivant les différents axes qui ont été déterminés, 2 axes par groupe de travail. Et dans chaque groupe de travail, on a mis l'accent en passant en revue toutes les initiatives. Et les gens ont été tellement loin qu'ils ont passé en revue toutes les actions qui sont au nombre à peu près de 66 dans le document. En s'appuyant sur le numérique, le Mali veut atteindre les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2020. L'engagement du secteur privé est donc nécessaire. Pour cela, des projets dans le domaine des technologies ont été présentés au public, dont la société TNT Sat Africa, plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara et basée à Bamako. Là, nous, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est en projet, c'est quelque chose qui existe. On est dans la formation, on a développé les récepteurs, on avance avec ça. Ça a été pris en compte que, effectivement, c'est aussi une plus grande industrie, sinon une aussi grande industrie que Internet, la télévision numérique. Parce qu'aujourd'hui, on va carrément en convergence. Comme vous voyez les opérateurs, ce qu'on appelle le AAA, l'OTT, c'est la télévision vient avec Internet, avec la téléphonie. Aujourd'hui, avec TNT-SAT, on a Internet dans les villages, une plaque solaire, on a le téléphone, on a 42 chaînes. On ne peut pas mettre ça à côté et on ne peut pas négliger cette industrie. Satisfait de la qualité des débats et des recommandations formulées, le ministre des tutelles assure les participants. Vous pouvez être sûr que nous prendrons bonne note de toutes ces recommandations, que celles qui nous paraîtront les plus pertinentes seront prises en compte, mais sachez surtout que c'est un processus. La stratégie sera validée, mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que d'autres idées peuvent naître, d'autres idées peuvent venir enrichir le document, et c'est pourquoi nous comptons sur vous encore et encore. Le ministère malien de l'économie numérique, de l'information et de la communication soumettra au gouvernement ce document de stratégie nationale de développement de l'économie numérique avec les recommandations issues de cet atelier. C'est tout pour cette édition, mais restez avec nous, les programmes contenus. Retrouvez ce soir à partir de 19h GMT, Sékou Tangara dans votre émission Le Débat du Dimanche. Juste après, à 20h GMT, Kolsi Angarsou dans Afrique Soir. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision.